Alors, bonjour à tous. Donc, on va continuer dans les infections fongiques invasives, profondes. Après les candidoses et l'aspergillose, on va voir trois autres pathologies qui sont un petit peu moins fréquentes, mais qui sont importantes à connaître. Donc, moi, je m'appelle Eric Danaoui, je suis microbiologiste. Je travaille à l'hôpital européen Georges Pompidou, au laboratoire. Bonjour, et moi je m'appelle Amélie Duréo, je suis chef de clinique dans le service de maladies infectieuses à Necker, où on a particulièrement l'habitude de prendre en charge les infections des patients immunodéprimés, et en particulier les infections fongiques. Voilà. Alors, au point de vue référentiel, on a déjà dû vous les présenter. Vous en avez plusieurs à votre disposition. Vous avez le polycopier national de Anophel, qui s'appelle Parasitose et mycoses des régions tempérées tropicales, donc qui est un livre. Vous pouvez retrouver l'essentiel du contenu de ce livre en ligne gratuitement sur l'Université numérique francophone, à l'adresse qui est indiquée. Et puis vous avez aussi une source documentaire intéressante qui s'appelle l'Ianophel, dans lequel vous avez beaucoup d'iconographies, donc de photos, de films concernant la parasitologie et la mycologie. Alors, on va démarrer par la pneumocystose. Donc, les objectifs, c'est de connaître la transmission de ce champignon, Pneumocystis jirovecii, et ses caractéristiques, de savoir identifier les patients qui sont à risque d'infection, de savoir évoquer et confirmer le diagnostic de pneumocystose devant une pneumopathie interstitielle, et puis de connaître les grandes lignes du traitement. Alors, qu'est-ce que c'est que la pneumocystose? Donc, c'est une infection qui, le plus souvent, va être pulmonaire, qui est due à un champignon opportuniste. Donc, c'est-à-dire que c'est une maladie qui va ne survenir que chez des patients qui ont des facteurs de risque. Ce champignon, il s'appelle Pneumocystis jirovecii. Pendant très longtemps, il a été considéré, classé dans les parasites. Et c'est que depuis quelques années, une dizaine d'années environ, qu'on sait que c'est un champignon. Et ça va expliquer certains termes qui sont utilisés dans la biologie de ce micro-organisme. Et enfin, il atteint des patients immunodéprimés, et un des facteurs de risque importants, c'est le sida. Donc on va le retrouver chez les patients atteints de sida. C'est une infection très importante parce que ça va, dans un grand nombre de cas, être la première infection qui va amener au diagnostic du VIH. D'accord. Donc c'est ce qu'on appelle en général l'infection inaugurale dans le VIH qui va pouvoir amener au diagnostic du HIV. Alors sur le plan épidémiologique, ce champignon, on le retrouve partout dans le monde. Donc c'est un organisme qui est cosmopolite. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'espèce Jirovecii, donc Pneumocystis jirovecii, est une espèce qui est spécifique de l'homme, donc il va donner des infections que chez l'homme. Il y a d'autres pneumocystis chez d'autres espèces, chez des animaux par exemple, mais chaque espèce animale a son propre pneumocystis. Et donc il n'y aura pas de transmission d'un animal à l'homme pour cette pathologie. La transmission se fera uniquement de façon interhumaine, c'est-à-dire à partir d'un sujet infecté. Dans un certain nombre de cas, ça peut se faire à l'hôpital, donc on peut avoir des transmissions nosocomiales. Ou alors, la transmission se fera à partir du milieu extérieur, parce que Pneumocystis jirovecii est présent dans le milieu extérieur. On ne connaît pas bien d'ailleurs comment il se multiplie dans le milieu extérieur, mais on s'infecte en tout cas à partir du milieu extérieur par voie respiratoire. Si je peux juste ajouter pour la transmission nosocomiale, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas forcément depuis très très longtemps, puisque moi à l'époque où j'étais à votre place, on n'isolait pas forcément les patients atteints de pneumocystose dans les services hospitaliers. Or, à partir de maintenant, et ce n'est pas encore fait partout, c'est une indication à mettre un isolement respiratoire pour votre patient. Voilà, il y a eu même dans certains endroits des épidémies, par exemple, qu'il y avait dans certains services qui traitaient des patients immunodéprimés, des patients VIH atteints de pneumocystose dans la même salle d'attente que des transplantés d'organes immunodéprimés. Et il y a eu des transmissions comme ça qui ont été bien documentées, interhumaines, à l'hôpital. Alors, les facteurs de risque, donc, encore une fois, c'est une infection opportuniste qui ne va atteindre que des patients qui ont des facteurs de risque particuliers. L'un des principaux
facteur de risque, c'est le sida, donc en particulier quand les CD4 sont inférieurs à 200. Mais on retrouve aussi des pneumocystoses chez d'autres patients immunodéprimés, des transplantés d'organes solides, des patients atteints d'hémopathie maligne ou atteints d'autres cancers. De plus en plus, des patients qui ont des infections, des maladies de système et qui sont traités par soit des immunosuppresseurs, soit par des corticoïdes au long cours. Et puis, mais c'est moins fréquent maintenant, c'est plus historique, la pneumocystose était une pathologie importante chez les prématurés, les nourrissons, mais maintenant c'est un petit peu moins fréquent. Alors l'agent pathogène, donc c'est un champignon, il s'appelle Pneumocystis jirovecii. Un point important, c'est que ce champignon n'est pas cultivable. Donc au laboratoire, on ne peut pas l'avoir en culture. Et c'est pour cette raison qu'il a été pendant très longtemps mal connu, parce qu'on ne pouvait pas tellement l'étudier, puisqu'on ne pouvait pas le cultiver au laboratoire. Ce champignon, il va se développer dans l'alvéole pulmonaire. Donc on va partir, il a un cycle dans l'alvéole, on va partir d'un stade qui s'appelle le kyste. Ce stade, c'est un organisme qui fait un peu moins de 10 micromètres de diamètre, qui a une paroi très épaisse et qui contient à l'intérieur 8 éléments qui s'appellent des corps intrakystiques. Quand le kyste est mature, la paroi du kyste va se rompre et il va libérer ces corps intrakystiques qui vont évoluer et qu'on appelle à ce moment-là des trophozoïtes. Donc ce sont des petits éléments de 1 à 3 micromètres de diamètre avec un noyau entouré d'une fine membrane et ils vont se multiplier dans l'alvéole et en particulier ils sont adhérents au niveau des cellules alvéolaires de type 1. Et après multiplication, ils vont se retransformer en kyste. Donc il y a un stade de pré-kyste, puis en kyste. Donc voilà, le champignon se multiplie de cette façon dans les alvéoles pulmonaires. Donc ensuite, au niveau clinique, la pneumocystose, ça va être une infection du coup pulmonaire qui va associer de la fièvre, mais pas systématiquement. Et le symptôme le plus fréquent et à rechercher vraiment de manière très spécifique, c'est une toux sèche qui va apparaître de manière progressive associée à une dyspnée, c'est-à-dire un essoufflement que le patient va ressentir de manière très progressive. Donc c'est hyper important quand vous interrogez votre patient là-dessus, de bien lui demander ces derniers mois, est-ce que en montant les escaliers pour aller à votre appartement, vous êtes obligé de faire plus de pauses ou des choses comme ça. C'est quelque chose qui va être progressif, donc le patient ne va pas forcément vous le rapporter directement à l'interrogatoire. C'est à vous d'aller rechercher ces symptômes qui apparaissent de manière progressive. Ensuite, la plupart du temps, les patients arrivent à un stade avancé de la maladie, à un stade assez sévère avec une dyspnée très importante, un essoufflement. Comme je vous le disais, c'est une des pathologies qui permet de faire le diagnostic d'HIV puisqu'elle est très spécifique de cette immunodépression. Et quand vous allez faire une radiothorax ou un scanner à votre patient, la caractéristique de la pneumocystose, c'est d'avoir une atteinte interstitielle bilatérale que vous pouvez voir là sur la radio. On peut voir ici donc l'atteinte interstitielle bilatérale et au scanner, ça donne ce qu'on appelle des images en verre dépoli, mais ça on en verra dans l'ED. Voilà, c'est l'atteinte pulmonaire qui est la plus fréquente. Alors pour le diagnostic, on va se baser sur un certain nombre de prélèvements. Donc vous avez vu que c'était une infection pulmonaire, donc les prélèvements ils vont être essentiellement pulmonaires. Ce seront par exemple des expectos induites qu'on peut réaliser en particulier chez le patient VIH, en sachant que chez le patient VIH, la charge fongique, la quantité de champignons est généralement assez importante. Si ces expectorations induites sont négatives, on pourra réaliser un lavage broncho-alvéolaire qui reste quand même pour le diagnostic un examen important.
Ces prélèvements, ils vont rester positifs même après le début du traitement. Donc, on peut commencer le traitement et faire le prélèvement 24 heures plus tard. Ce n'est pas un gros problème parce que les pneumocystis vont rester visibles dans les prélèvements même après plusieurs jours de traitement. Donc, globalement, juste pour rebondir là-dessus, si vous avez une forte suspicion clinique, aujourd'hui, on est capable de faire des diagnostics de HIV en 1 heure grâce au test de diagnostic rapide. Donc, un patient chez qui vous faites le diagnostic de HIV avec une dyspnée d'apparition progressive, une toux et un syndrome interstitiel bilatéral, vous pouvez commencer le traitement avant d'avoir la confirmation biologique. Donc, une fois que les prélèvements sont faits, on va faire un diagnostic essentiellement sur l'examen direct. On a également quelques tests indirects qui sont utilisables. Le diagnostic direct, donc uniquement, il n'y a pas de culture. Encore une fois, un champignon ne peut pas être cultivé. Donc, on va réaliser des colorations sur ces prélèvements. En pratique, on peut utiliser 3 types de techniques. La coloration de MGG, de Meg-Grunwald-Gemsa, qui va colorer les trophozoïtes et les corps intrakystiques, mais qui ne colore pas la paroi des kystes. On peut utiliser une autre coloration qui s'appelle la coloration de Gomori-Grocott, qui, elle, va colorer au contraire la paroi des kystes, mais pas les trophozoïtes. Donc, ce sont 2 colorations qui sont complémentaires. Et puis, on utilise également l'immunofluorescence. Donc, il existe des kits avec des anticorps monoclonaux qui vont permettre de colorer la paroi des kystes là encore. Cette immunofluorescence est une technique qui est très sensible et ça reste encore actuellement la technique de référence pour le diagnostic. Alors, il existe également des PCR. On peut rechercher donc l'ADN de pneumocystis dans les prélèvements respiratoires. C'est une technique qui est très sensible, même parfois trop sensible, parce qu'on va pouvoir détecter du pneumocystis chez des patients qui sont uniquement porteurs et qui n'ont pas de réelle infection à pneumocystis. Donc ça peut poser des problèmes d'interprétation, mais c'est quand même très utile comme outil diagnostique. Et puis, on a un autre outil qui est un outil de diagnostic indirect, qui est la détection des bêta-glucanes. Vous savez que les bêta-glucanes sont des molécules de la paroi des champignons. Quand on a une pneumocystose, donc dans la paroi des kystes, il y a du bêta-glucane. Ce bêta-glucane peut passer dans la circulation et on peut détecter le bêta-glucane dans le sérum des patients qui ont une pneumocystose. Donc, c'est assez sensible. Et surtout, ça a une valeur prédictive négative qui est très bonne. C'est-à-dire, si les bêta-glucanes sont négatifs, vous pouvez exclure pratiquement le diagnostic de pneumocystose. En revanche, cette détection de bêta-glucanes, elle n'est pas spécifique de pneumocystis. Les bêta-glucanes sont présents dans la paroi de pratiquement tous les champignons. Par exemple, les candida ou les aspergillus, que vous avez vus ce matin, ont des bêta-glucanes. À part quelques exceptions, ces bêta-glucanes peuvent être retrouvés dans toutes les infections fongiques. Alors voilà des photos qui vont vous montrer à quoi ça ressemble. Donc ici, vous avez un LBA coloré au MGG, un faible grossissement. Donc tous les éléments que vous voyez ici sont des polynucléaires neutrophiles. Et puis vous avez ici une espèce de plage colorée pas très bien définie avec des petits points violets. Et bien, tous ces petits points violets, ce sont des trophozoïtes de pneumocystis gyrovesi. Là, à plus fort grossissement, vous voyez ces points violets ici qui sont les trophozoïtes. Et puis ici, on a des corps intrakystiques. Donc on voit qu'il y a un élément arrondi qui correspond à un kyste, mais vous voyez que la paroi de ces éléments arrondis n'est pas colorée. Donc ça, ce sont des kystes dont on voit la paroi en négatif. Ici, la même chose. À la coloration de Gomori-Grocott, on va colorer par contre la paroi des kystes. Donc ici, on voit un amas de kystes. Donc tout ça, ce sont des kystes. Vous voyez avec la paroi qui est très bien colorée en noir par cette coloration de Gomori-Grocott. Et là, la même image avec un amas de kystes, mais cette fois-ci coloré en immunofluorescence par un anticorps monoclonal spécifique de pneumocystis gyrovesi. Donc on regarde ça au microscope à fluorescence.
Donc l'immunofluorescence, c'est la méthode de référence, on disait. Et normalement, on peut l'avoir dans la journée, le résultat. Oui, en règle générale, on peut l'avoir dans la journée. C'est un petit peu plus long. Ce qui est le plus court, le plus rapide, c'est le MGG. Hein, c'est une coloration comme pour faire une numération sanguine. Donc ça, c'est quelque chose qui prend une quinzaine de minutes. C'est très rapide. Le Goemon hygrocos, c'est une technique qui est un peu plus longue à réaliser. Ça prend, mais on peut l'avoir dans la journée éventuellement. Ça dépend des laboratoires. Et l'IF, il y a une préparation qui est un petit peu plus longue, mais c'est un examen quand même qu'on fait en urgence le jour même. Donc pour le traitement, comme je vous disais, on peut commencer devant un tableau typique, le traitement avant d'avoir la confirmation biologique. Donc c'est un traitement par cotrimoxazole ou Bactrim qui se fait à dose de charge initialement. Vous pouvez faire par voie intraveineuse chez les patients qui sont très sévères, qui vont être très dyspnéiques, ou par voie orale dans les formes un petit peu moins sévères si vous avez fait un diagnostic plus précoce. Les effets secondaires fréquents du Bactrim, ça va être des réactions cutanées ou alors des toxicités hépatiques. Donc il va falloir surveiller la peau et le bilan hépatique de vos patients. Une des caractéristiques de la pneumocystose, c'est que si elle évolue depuis longtemps, on va avoir une fibrose au niveau pulmonaire qui va être responsable d'une hypoxie qui peut être assez sévère. Donc, vous devez faire absolument des gaz du sang à vos patients chez qui vous suspectez ou vous avez fait le diagnostic de pneumocystose, parce qu'en fonction de la PaO2, vous avez une indication à ajouter des corticoïdes pour essayer de limiter justement la fibrose pulmonaire secondaire à cette infection. Donc chez les patients qui ont une PaO2 inférieure à 70 mm de mercure, il y a une indication à ajouter des corticoïdes. Ça, c'est quelque chose de vraiment très important. Ça a été démontré efficace chez les patients HIV, qui sont un peu le modèle historique de la prise en charge de la pneumocystose. Ce n'est pas quelque chose qui est forcément démontré chez les patients transplantés ou chez les autres patients immunodéprimés, mais sur le modèle du HIV, on le fait également. Ensuite, pour les patients HIV, vous aurez une prophylaxie secondaire par cotrimoxazole, donc à dose plus faible, mais jusqu'à restauration du système immunitaire pour éviter les rechutes ou les infections secondaires. Donc, il faut continuer la prophylaxie par Bactrim jusqu'à ce que vos CD4 soient supérieurs à 200 pendant au moins 3 mois ou un pourcentage de CD4 supérieur à 15%. Maintenant, on accepte aussi chez des patients qui ont une restauration immunitaire qui est un peu plus lente, mais qui vont avoir une charge virale indétectable pendant 3 mois, d'arrêter le Bactrim à ce moment-là, parce qu'on a montré que le fait d'avoir une charge virale indétectable était aussi un bon signe de restauration immunitaire, malgré le fait que les CD4 restent inférieurs à 200. Voilà, et la dernière chose que vous devez déjà savoir, mais c'est toujours bon de le rappeler, si vous faites le diagnostic de HIV chez un patient qui a des CD4 inférieurs à 200, sans diagnostic de pneumocystose, il faut dans ces cas-là introduire une prophylaxie primaire que vous continuerez le même temps que la prophylaxie secondaire. Donc, en résumé, la pneumocystose, c'est une infection fongique qui est due à Pneumocystis jirovecii. Donc ce champignon, il est ubiquitaire dans le milieu extérieur, il est cosmopolite, on le retrouve partout dans le monde, et il est responsable d'une infection opportuniste. Donc il faut des facteurs de risque. Un des facteurs de risque principal, c'est l'infection VIH, en sachant qu'il y a d'autres patients immunodéprimés qui peuvent faire des pneumocystoses également, de plus en plus fréquemment d'ailleurs maintenant. La contamination se fait par voie aérienne. Il va être responsable d'une infection, d'une pneumopathie interstitielle. Le diagnostic qui se fait uniquement sur l'examen direct après coloration, il n'y a pas de culture, mais en sachant qu'on peut utiliser également la PCR et puis les bêta-glucanes. Et enfin, le traitement, qu'il soit curatif ou prophylactique, repose sur le cotrimoxazole, donc avec des modalités différentes en fonction justement que c'est un traitement curatif ou prophylactique. Est-ce que vous avez des questions sur la pneumocystose ?
Alors, on ne sait pas, non, exactement. Il y a eu beaucoup de travaux, il y a une quinzaine d'années, beaucoup d'équipes qui ont essayé de faire des tas de milieux de culture avec des facteurs de croissance différents, etc., pour essayer de trouver quel était l'élément qui manquait dans les milieux de culture qu'on utilise habituellement pour les champignons, le milieu de saboureau, par exemple, sur lequel la plupart des champignons poussent. Et on n'a jamais identifié vraiment ce qui manque dans les milieux de culture pour le développement de pneumocystis. Les gens ont même essayé, ont pensé à un moment, comme je vous ai dit, qui s'accrochaient sur les pneumocytes, sur les cellules alvéolaires, ont essayé de les cultiver sur des lignées cellulaires. Alors on arrive à le faire développer un petit peu, quelques jours, mais on n'arrive pas à avoir de culture continue de ce champignon. Donc même aujourd'hui, on ne sait pas exactement au niveau moléculaire ce qui lui manque, au niveau cellulaire, ce qui lui manque pour qu'on puisse le cultiver au labo. Si j'ai un dernier... Oui, pardon. En plus, comme il est spécifique d'espèce, on ne peut même pas le cultiver chez l'animal, de façon très courte. Donc c'est un gros problème. Hein. C'est ça qui a beaucoup ralenti les connaissances sur ce champignon. Je voulais juste ajouter un dernier message. Devant une pneumopathie interstitielle, bilatérale, hypoxémique, ce que vous devez penser tout de suite, c'est de faire la sérologie VIH à votre patient si jamais il n'est pas connu HIV et qu'il n'a pas d'autres facteurs d'immunosuppression. Ok, donc on va continuer avec une autre pathologie qui est la cryptococcose. Donc là, les objectifs sont à peu près les mêmes, c'est connaître le mode de contamination, savoir évoquer le diagnostic de cryptococcose devant un patient qui a une méningoencéphalite, savoir prescrire les examens qui vont permettre le diagnostic, connaître un petit peu les techniques de laboratoire pour l'identification et puis les grandes lignes du traitement. Alors la cryptococcose, c'est une infection fongique cosmopolite, là encore, qu'on retrouve partout, qui est due à une levure, cette fois-ci, qui a une caractéristique, c'est d'avoir une grosse capsule à l'extérieur de la paroi. Donc c'est une levure capsulée et qui appartient au genre Cryptococcus. Donc là encore, c'est essentiellement une infection opportuniste qui va survenir donc, chez des patients qui ont des facteurs de risque, qui sont immunodéprimés. Et là encore, le sida est un des facteurs de risque très importants pour la cryptococcose. Alors dans le monde, c'est certainement le facteur de risque le plus important. En Europe maintenant, il y a aussi beaucoup d'autres patients immunodéprimés qui peuvent faire des cryptococcoses. On doit être à peu près à 50%, je pense, ou peut-être même il y a un peu plus de patients non-sida maintenant qui font des cryptococcoses en France. En particulier les transplantés d'organes, encore une fois, qui sont... Alors le plus souvent, ce champignon va donner, sur le plan clinique, une méningoencéphalite. Alors, sur le plan épidémiologique, donc c'est un champignon qui se retrouve dans le milieu extérieur. La contamination de l'homme va se faire par inhalation, on va respirer la levure, c'est dans l'immense majorité des cas. Alors il y a d'autres modes de contamination mais qui sont beaucoup plus rares comme l'inoculation directe au niveau de la peau. Mais d'une façon générale, ça va rentrer au niveau du poumon. Donc un des gros foyers, c'est les déjections d'oiseaux, voilà. Recherchées à l'interrogatoire. On va y revenir dessus juste après, effectivement. Donc la contamination par voie respiratoire qui va donner donc, une atteinte pulmonaire. Alors le plus souvent, cette atteinte pulmonaire, elle passe inaperçue. Il n'y a pas de signe clinique. Mais le champignon va se développer dans les cellules pulmonaires et il est capable de survivre à l'intérieur des macrophages. Et puis, il peut passer dans la circulation et il peut y avoir une dissémination hématogène du champignon. Et ce champignon, il a une caractéristique, c'est qu'il a un tropisme particulier pour le système nerveux central. Et donc, il va être capable, une fois qu'il est dans la circulation, de traverser la barrière hémato-encéphalique et d'aller se localiser au niveau du système nerveux central pour donner une méningoencéphalite. On peut faire l'infection soit directement après l'infestation, soit on peut avoir éventuellement une réactivation
puisque ce champignon peut rester vivant dans les macrophages et se mettre à se multiplier de nouveau à distance à l'occasion d'une immunodépression, par exemple. Pardon. Alors, le champignon lui-même, la levure, donc c'est une levure qui appartient au genre Cryptococcus. C'est une levure qui est entourée d'une grosse capsule, c'est ce qu'on voit ici. Donc ici, au milieu, vous avez la levure qui bourgeonne, là, par exemple. Et autour de la paroi de la levure, vous avez une grosse capsule, et c'est comme ça qu'on le reconnaît. Ces cryptocoques, ils poussent à 37 degrés sur des milieux standards de mycologie, sur le milieu de Saburo. Un petit point technique qui est important quand même, c'est qu'il est inhibé par la cycloheximide. Alors, le cycloheximide, c'est une molécule qu'on rajoute dans certains milieux de Saburo pour éviter la prolifération de tas de champignons de l'environnement. Par exemple, quand vous faites un diagnostic de dermatophytose, vous faites un prélèvement cutané chez un patient pour faire un diagnostic de dermatophytose, vous allez ensemencer les prélèvements sur du Saburo qui contient de la cycloheximide. Ça n'inhibera pas les dermatophytes, mais ça inhibera tous les autres champignons. Et donc là, bien sûr, Cryptocoque, lui, comme il est sensible à la cycloheximide, il ne faut pas utiliser ce type de milieu pour le cultiver. Alors, il existe actuellement, on va garder cette classification, même si ces derniers temps, il y a eu beaucoup de modifications taxonomiques. On va toujours considérer qu'il y a 2 espèces de Cryptocoque. Une première espèce qui s'appelle Cryptococcus neoformans. Cette espèce, elle est cosmopolite. On la trouve partout dans le monde. Elle est surtout associée à des animaux et on va la retrouver dans des excréments d'oiseaux, par exemple les pigeons, et dans des excréments de chauves-souris. Et Cryptococcus neoformans va être responsable d'infections essentiellement chez les patients immunodéprimés. L'autre espèce, c'est Cryptococcus gattii. Elle n'est pas cosmopolite, on la trouve essentiellement dans les zones tropicales et subtropicales, plus quelques foyers dans des zones tempérées, en particulier dans l'ouest du Canada, dans la région de Vancouver. On sait qu'il y a un foyer de Cryptococcus gattii. D'une façon générale, il est plutôt associé à des plantes qu'à des animaux, et dans les zones tropicales, il est surtout associé aux eucalyptus. Et puis l'autre caractéristique, c'est qu'il donne des infections chez les patients immunodéprimés, mais il peut donner également des infections chez des patients immunocompétents. Donc il a probablement un pouvoir pathogène qui est un peu plus important. Donc au niveau clinique, la cryptococcose, ce que vous pouvez retenir, c'est que c'est un peu comme la pneumocystose sur le plan du mode d'installation, c'est que c'est quelque chose qui va s'installer de manière insidieuse et progressive. Donc encore une fois, à l'interrogatoire, il faut vraiment aller rechercher des signes dans les semaines, voire les mois qui précèdent la consultation. Les signes à rechercher, ça va être de la fièvre, des céphalées et d'autres signes neurologiques. Donc il faut absolument faire un examen neurologique complet de votre patient. Et la particularité, c'est que contrairement à une méningoencéphalite ou à une méningite bactérienne, vous n'allez pas forcément avoir de syndrome méningé franc. Ce qu'il faut savoir, c'est que, comme on l'a dit plus tôt, la cryptococcose, c'est en particulier chez le patient immunodéprimé une infection qui va être disséminée. Donc à partir du moment où vous avez fait le diagnostic d'une cryptococcose, soit avec une atteinte cutanée, avec une atteinte pulmonaire, il faut toujours aller rechercher les signes de méningoencéphalite à la ponction lombaire, même si votre patient n'est pas forcément symptomatique. Alors pour le diagnostic, on va faire donc des prélèvements. Donc comme on vient de le dire, ça va être en première intention le liquide céphalorachidien, sur lequel on va faire un certain nombre de recherches. Et puis on va faire de façon assez systématique pour un bilan d'extension d'autres prélèvements, en particulier des hémocultures. Et puis, on peut prélever également des urines et d'autres sites en fonction de la clinique, par exemple au niveau pulmonaire ou autre. Je rebondis là-dessus parce que nous, par exemple, on a une patiente hospitalisée actuellement avec un diagnostic de cryptococcose disséminée. La patiente, elle est transplantée cardiaque. Elle a été hospitalisée initialement pour un érysipèle
avec une lésion cutanée assez ulcérante. Et en fait, on a fait le diagnostic de cryptococose sur la biopsie cutanée, avec la mise en évidence de cryptocoque par les colorations dont on va discuter. Et ensuite, on a été rechercher le cryptocoque au niveau du LCR et on l'a retrouvé au niveau du LCR alors que la patiente n'était pas du tout symptomatique. Donc, il faut vraiment essayer d'aller chercher tous les sites que vous pouvez aller chercher pour faire le diagnostic. Alors là, quand on va prélever le LCR, la ponction lombaire va être, ce liquide va être un liquide clair. Au niveau cellulaire, il va avoir une formule qui est soit mixte, soit plutôt lymphocytaire. Et puis, on peut avoir aussi une hyperprotéinorachie et une hypoglycorachie. Alors, vas-y. À partir de ce LCR, une chose qu'on peut faire, un élément diagnostique très important, c'est l'examen direct. Donc c'est quelque chose qui va être très simple à faire, très rapide. Il suffit de prendre une goutte de LCR, de mélanger cette goutte avec une goutte d'encre de Chine. Et cette encre de Chine va permettre de visualiser la capsule qui entoure la levure. Donc ici, vous avez la levure, le cryptocoque, et autour, vous avez une grosse capsule. Alors vous voyez que cette capsule, elle est transparente. Donc si on regarde le LCR directement au microscope, on ne la voit pas. Et donc le fait de mettre de l'encre de Chine, ça permet de la visualiser en négatif comme ça. Et la présence d'une levure avec une capsule dans un liquide céphalorachidien, ça fait le diagnostic de méningoencéphalite à cryptocoque. Alors après, on peut utiliser d'autres colorations, une coloration de MGG, comme on voit ici, qui va colorer les levures. Vous voyez ici des levures rondes qui bourgeonnent. On ne verra pas la capsule. Alors de temps en temps, on peut la voir un petit peu en négatif quand il y a beaucoup de choses, d'éléments dans le fond de la préparation, mais le MGG ne colore pas la capsule. De la même façon, le Gomori Grocotte, lui, ne colorera pas la capsule, donc il permettra de voir les levures qui bourgeonnent, mais il ne permettra pas de voir la capsule elle-même. Alors ensuite, en dehors de l'examen direct, on va mettre en culture le prélèvement, donc s'il s'agit d'un LCR par exemple. Cette culture, elle va être indispensable si on veut faire une identification précise de l'espèce. On va la faire sur milieu de saboureau, sans cycloheximide, encore une fois. C'est un champignon qui pousse relativement lentement. Donc la culture, elle va se positiver qu'au bout de plusieurs jours, 3 jours, 5 jours, parfois une semaine, parfois plus. Ça va donner des colonies qui sont blanches, brillantes, et qui vont devenir, avec le temps, un petit peu marron clair, beige, marron, et qui vont être très muqueuses, qui vont couler un petit peu, et ça, c'est lié à la capsule du champignon. Alors, à partir de cette culture, comment on fait pour identifier l'espèce ? Donc, il y a un certain nombre de critères qui sont importants. Le fait qu'il pousse à 37 degrés. On peut détecter certaines caractéristiques biochimiques, par exemple une uréase. Les cryptocoques ont une uréase positive, ça les différencie des candidats, par exemple. Donc ça, c'est un moyen assez rapide. Et puis, on a des techniques qui vont permettre une identification précise de l'espèce. Donc, jusqu'à assez récemment, on réalisait ce qu'on appelle des oxanogrammes des sucres. En fait, ces techniques, maintenant, sont en train de disparaître. Et le principal outil d'identification des espèces, c'est le MALDI-TOF. Donc, c'est une technique très rapide qui est disponible dans la plupart des laboratoires. Donc, ça, c'est pour le diagnostic direct, donc examen direct plus culture. Et puis, on a des possibilités aussi de faire un diagnostic indirect de la cryptococose par détection des antigènes. L'antigène qu'on détecte, c'est un antigène qui est présent dans la capsule du champignon. Donc c'est un sucre de la capsule du champignon et on va pouvoir détecter cet antigène soit directement dans le liquide céphalorachidien, soit dans le sérum. Il y a différentes techniques qui existent. Ici, vous avez un kit qui est un kit d'agglutination. Donc on a un réactif avec des billes de latex sur lequel il y a un anticorps dirigé contre l'antigène.
Et quand on mélange ce réactif avec du LCR ou du sérum, s'il y a une cryptococcose, donc de l'antigène dans le prélèvement, on va avoir une agglutination des billes de latex qu'on verra à l'œil nu sur la carte. Donc ça, c'est une technique qui est très sensible, très spécifique et très rapide. Hein. On a le résultat en 10 minutes. Depuis peu, on a d'autres techniques, en particulier des immunochromatographies, qui sont des tests aussi rapides. Ce sont des petites bandelettes qu'on plonge dans le prélèvement, le LCR ou le sérum, et quand c'est positif, on voit apparaître une bande qui nous dit que le prélèvement contient de l'antigène cryptococcique. La deuxième bande, là que vous voyez en haut, c'est un contrôle qui permet de s'assurer que la réaction a bien fonctionné. Donc ça, c'est des tests qui sont quand même très très intéressants, ce qu'on appelle les tests de diagnostic rapide. En particulier pour les pays en voie de développement où il n'y a pas encore toujours tous les laboratoires qu'on peut avoir ici. Et vous êtes capable en 10 minutes de faire le diagnostic de cryptococcose neuroméningée chez votre patient en plongeant la bandelette dans le LCR et de traiter votre patient si les traitements sont accessibles. Donc c'est vraiment des tests qui sont très intéressants et qu'on utilise nous aussi en clinique pour avoir une réponse rapide en fait devant un tableau typique. L'intérêt aussi ils sont donc intéressants pour toutes ces raisons, et en plus ils sont très sensibles et très spécifiques. Il y a relativement peu de faux positifs ou de faux négatifs. Les anticorps, retenez juste que ça n'a pas d'intérêt de détecter les anticorps chez les malades, d'intérêt diagnostique. Donc pour le traitement des méningoencéphalites à cryptocoque, le traitement le gold standard, c'est une bithérapie par antifongique qui associe l'amphotéricine B liposomale avec le 5-FC pendant au moins 2 semaines de traitement. Le traitement ensuite d'entretien, c'est un traitement par fluconazole. En sachant qu'on aime bien en général faire une PL de contrôle à 2 semaines de traitement et vérifier que la culture est négative avant de passer au traitement de consolidation par fluconazole. Donc, en général, les patients sont traités un peu plus de 2 semaines puisque le temps d'avoir la culture à J15, ça demande quelques jours d'attente pour vérifier que ça ne pousse pas. Ensuite, un des volets très importants qu'il faut absolument que vous reteniez de la prise en charge des méningoencéphalites HIV à cryptocoque, c'est qu'il y a un risque d'hypertension intracrânienne. Donc il faut absolument, au moment où vous faites votre PL, penser à faire la mesure d'ouverture du LCR. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. C'est-à-dire que vous allez mesurer la pression de votre LCR. Il y a 2 techniques. La technique, quand on n'a pas de manomètre, c'est de mettre une tubulure, d'accrocher la tubulure à l'aiguille. Votre patient doit être allongé et de mesurer jusqu'à où remonte en fait le LCR. Faudrait qu'on vous montre une petite vidéo. Là, j'en ai pas, je suis désolée. Et le traitement de ça, c'est que si votre pression elle est supérieure à 25 cm d'eau, c'est-à-dire qu'ensuite vous allez mesurer dans votre tubulure à partir de l'aiguille jusqu'à là où a remonté le LCR, vous allez mesurer. Si ça fait plus de 25 cm, il faut évacuer du LCR pour diminuer la pression intracrânienne. Donc ça, c'est un des volets super importants parce que si vous mettez seulement le traitement antifongique et que vous ne faites pas ça, le patient il peut mal évoluer à cause de l'hypertension intracrânienne qui est très spécifique des méningoencéphalites à crypto. Ouais. Oui, c'est ça. En fait, c'est que, évidemment, si tu as un signe de localisation ou si tu as des signes d'hypertension intracrânienne, il faudra toujours avoir une imagerie préalable avant de faire la PL pour s'assurer qu'il n'y a pas de risque d'engagement, qu'il n'y ait pas de signe de compression. Mais dans le cadre de la cryptococcose, ce n'est pas une masse qui va comprimer et qui risque d'engager l'hypertension intracrânienne. Elle est liée en fait aux levures qui vont empêcher le bon écoulement du LCR. Et du coup, en fait, l'évacuation du LCR fait vraiment partie de la prise en charge de cette hypertension intracrânienne. Vous pouvez avoir donc un des symptômes de l'hypertension intracrânienne, c'est les céphalées.
mais vous pouvez avoir des hypertensions intracrâniennes chez les patients avec une cryptococcose qui vont être complètement asymptomatiques. Donc il faut absolument penser cryptococcose égale mesure de la pression d'ouverture du LCR et évacuer du LCR si on a une hypertension intracrânienne. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point très important qu'il faut que vous ayez en tête, c'est que la cryptococcose la méningoencéphalite à crypto, chez le patient HIV+, ça reste une des causes de syndrome de reconstitution immunitaire très importantes et qui peuvent être très sévères vu la localisation neurologique de l'infection. Donc, je pense que vous avez déjà entendu parler du syndrome de reconstitution immunitaire. Dans le cadre de la crypto, ça demande d'espacer le début du traitement antirétroviral d'au moins 6 semaines après le début du traitement de la cryptococcose pour éviter un syndrome de reconstitution immunitaire qui peut être fatal au niveau en particulier neurologique. Donc 2 choses importantes, mesure de pression du LCR et prévention du syndrome de reconstitution immunitaire en repoussant de 6 semaines l'introduction du traitement antirétroviral. Donc les points essentiels pour la crypto, du coup, c'est que c'est une mycose, encore une fois, qui est opportuniste, donc qui va être surtout chez les patients immunodéprimés, les patients HIV+, ou les patients transplantés d'organes, les patients sous traitement immunosuppresseur. Mais retenez bien qu'il y a une des levures, le Cryptococcus gattii, qui peut entraîner des infections même chez les patients immunocompétents. Chez le patient immunodéprimé, le tableau le plus courant, ça va être celui d'une méningoencéphalite, mais vous pouvez avoir également une infection disséminée. Le diagnostic, il repose sur toujours l'examen à l'encre de Chine, comme on l'a évoqué avant, qui peut être fait dans la journée à l'examen direct, et sur la détection de l'antigène grâce aux nouveaux tests de diagnostic rapide. Le traitement de la méningoencéphalite, c'est un traitement par bithérapie, amphotéricine B plus 5-FC. Et très important, la mesure et la prise en charge de l'hypertension intracrânienne chez ces patients qui fait part intégrante de la prise en charge de ces patients. Bon, on est un petit peu en retard. Non, ça va. Un peu. On voit que les prochains sont déjà là. Donc, dernière pathologie qu'on voit aujourd'hui, c'est l'histoplasmose. Alors, qu'est-ce que c'est que l'histoplasmose? C'est une infection qui est liée à un champignon qui s'appelle Histoplasma capsulatum et qui est un champignon dimorphique. On va revenir un peu plus tard pour savoir exactement ce que ça veut dire, mais ça veut dire globalement qu'il a 2 morphologies différentes, ce champignon. Alors, sur le plan de l'épidémiologie, Histoplasma, il vit dans le sol. C'est un champignon tellurique, donc on va le retrouver dans le sol. Et on va le retrouver également de façon importante dans des excréments d'oiseaux et des excréments de chauves-souris. Donc ça, c'est un élément important pour l'épidémiologie et pour le mode de transmission. C'est un pathogène, un vrai pathogène. Donc c'est un pathogène qui peut donner des infections chez les patients qui sont immunocompétents, qui n'ont aucun facteur de risque. Mais plus souvent, il va donner des infections chez l'immunodéprimé, en particulier, là encore, des patients atteints de sida. La contamination, elle va se faire par voie respiratoire à partir du milieu extérieur, soit à partir du sol, puisqu'il habite dans le sol, à l'occasion d'excavations, de travaux ou d'exposition à des poussières à partir du sol, soit à partir des excréments d'oiseaux et de chauves-souris, donc par exemple le nettoyage de locaux contaminés ou des patients des personnes qui vont dans des grottes dans lesquelles il y a des chauves-souris et de l'histoplasme. C'est le cas des spéléologues, par exemple, ou de touristes qui peuvent visiter des grottes. Alors, au point de vue de la répartition géographique, ce n'est pas un champignon cosmopolite, on ne le trouve pas partout. En particulier, vous voyez sur cette carte qu'en Europe, il n'y en a pas. Par contre, il est quand même distribué de façon assez large, en particulier sur le continent américain. Donc, on en trouve beaucoup en Amérique du Nord, dans toute la partie est de l'Amérique du Nord,
dans de nombreuses régions d'Amérique du Sud, en Afrique intertropicale et puis en Asie du Sud-Est. Donc en Europe, et en France en particulier, l'histoplasmose est une pathologie d'importation. Ce n'est pas une pathologie qui s'acquiert en Europe ou en France. Alors ce qui est important, juste pour la France, c'est qu'elle est présente aux Antilles et en Nouvelle-Calédonie. Et donc des patients qui reviennent de ces deux régions peuvent... il faut penser devant un tableau évocateur à rechercher une histoplasmose. Pour la physiopathologie, c'est relativement simple. Donc, on va respirer les spores du champignon, donc une pénétration par voie respiratoire, par inhalation des spores. Normalement, chez un immunocompétent, on a notre immunité cellulaire qui va permettre de maîtriser l'infection, sauf si la quantité de champignons qu'on respire est trop importante. À ce moment-là, ça va dépasser un peu les capacités de défense et on va faire une infection, même si on est immunocompétent. Et bien évidemment, si on est immunodéprimé, avec un inoculum plus faible, on pourra faire une infection également. La caractéristique de ce champignon, c'est un petit peu comme cryptocoque, il est capable de survivre dans l'organisme pendant très longtemps. Donc quelqu'un qui a vécu ou qui a voyagé dans une zone d'endémie a pu respirer le champignon sans qu'il ne se passe rien, sans symptômes. Et puis plusieurs années après, à l'occasion d'une immunodépression, un traitement par exemple, ou une maladie comme l'infection VIH, le champignon peut se réactiver et se mettre à se multiplier à nouveau. Rapidement, l'agent pathogène, donc le champignon s'appelle Histoplasma capsulatum. Là, on a deux variétés qu'on différencie en fonction de la taille des levures. Histoplasma capsulatum, variété capsulatum, qu'on appelle histoplasme à petite forme, parce que c'est des levures de petite taille. Et c'est la forme qu'on trouve en Amérique du Nord et du Sud et dans la plupart des autres régions du monde, en dehors de l'Afrique, où on trouve une autre variété qui s'appelle Histoplasma capsulatum, variété duboisie, ou histoplasmose à grande forme, parce que les levures de cette forme sont de grande taille. Voilà, donc la seule chose qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux variétés différentes, avec des répartitions géographiques différentes. C'est un champignon dimorphique, donc ça veut dire qu'il peut avoir deux morphologies, dans l'environnement, dans le sol, dans le milieu extérieur, et en culture à 25 degrés au laboratoire, il va se développer sous forme de champignons filamenteux, comme un aspergillus, si vous voulez. En revanche, à 37 degrés, dans les tissus humains, ou en culture au laboratoire à 37 degrés, il va se développer sous forme de levure. Il aura l'aspect plutôt d'un candidat, comme un candidat. Donc vous voyez que le même champignon peut être soit filamenteux, soit levure. C'est pour ça qu'on l'appelle dimorphique, parce qu'il a deux morphologies. Donc au niveau de la clinique, la primo-infection, elle peut souvent passer inaperçue, être asymptomatique, ou alors prendre la forme d'une histoplasmose pulmonaire aiguë en fonction de la quantité d'inoculum que vous avez inhalé. Sachant que, je le répète encore une fois, ça peut toucher les patients immunodéprimés le plus souvent, mais également les patients immunocompétents qui inhalent une grande quantité de champignons. Il y a une autre forme qui peut se voir, c'est l'histoplasmose pulmonaire chronique chez les patients qui vont avoir des pathologies pulmonaires chroniques sous-jacentes, comme les patients BPCO. Et enfin, la troisième forme du patient immunodéprimé, ça va être une forme, encore une fois, disséminée, comme on a pu le voir dans la cryptococose, avec des atteintes d'autres organes, une hépatosplénomégalie, une atteinte de la moelle avec des cytopénies. Donc, toutes ces atteintes sont à rechercher chez un patient immunodéprimé. L'incubation, elle peut durer entre 3 et 21 jours après l'exposition. Donc ça, c'est pour la primo-infection pulmonaire aiguë. Ensuite, comme on l'a déjà dit auparavant, il peut y avoir des réactivations à distance de l'exposition. Donc c'est
toujours une pathologie qu'il faut garder en tête chez des patients qui ont voyagé soit en Afrique, soit en Amérique du Sud, avec un tableau pulmonaire qui va prendre la forme d'un syndrome pseudo-grippal avec une asthénie très importante, de la fièvre, de la toux, une dyspnée et au niveau pulmonaire, encore une fois, un syndrome interstitiel bilatéral qui peut aussi, avec possibilité d'avoir une forme nodulaire. Donc ça demande vraiment de faire un scanner thoracique pour avoir une idée plus précise des lésions. Chez le patient immunocompétent, on peut avoir une guérison spontanée. En revanche, chez le patient immunodéprimé, le risque, c'est celui de la dissémination, donc ça va nécessiter une prise en charge spécifique. La dissémination, comme on l'a dit, ça peut atteindre le foie, la rate. Il faut rechercher également des ulcérations au niveau des muqueuses, une atteinte au niveau de la moelle avec la nécessité de faire un myélogramme et une myéloculture en cas de cytopénie et également une atteinte possiblement des méninges avec nécessité de faire une ponction lombaire. Alors le diagnostic biologique, donc on va faire un certain nombre de prélèvements, donc ça va dépendre un petit peu de la localisation, mais d'une façon générale, donc quand on a une histoplasmose pulmonaire, on va faire des prélèvements pulmonaires, expecto, aspibronchique, LBA. Ensuite, on pourra faire en fonction de la présence de lésions cutanées et muqueuses éventuelles des prélèvements à ce niveau-là, où on pourra retrouver le champignon dans ces lésions cutanées ou muqueuses. Dans le bilan d'extension, de toute façon, on fait des hémocultures de façon systématique. Et puis, dans les formes disséminées, un bon moyen diagnostique, c'est le myélogramme, hein, parce qu'on retrouvera de façon assez fréquente le champignon dans la moelle. Alors, au laboratoire, c'est toujours pareil, on va faire le diagnostic sur l'examen direct et la culture. À l'examen direct, donc en fonction du prélèvement de la peau, de la moelle, du LBA, on va faire des frottis ou des appositions, des colorations, MGG, Grocott, toujours pareil. Et alors donc sur ces examens directs de prélèvement, ce qu'on va voir dans le cas d'une histoplasmose, ce sont des levures. Donc c'est ce qu'on voit ici dans une moelle par exemple. Tous ces petits points violets que vous voyez sont des levures. Ici, il y a plus fort grossissement. Vous voyez ici une levure qui bourgeonne. Il y en a une ici et une ici. Donc, elles ont la caractéristique d'être de petite taille, un peu ovalaires, souvent à l'intérieur des macrophages intracellulaires. Et puis, elles ont, à la coloration de MGG, un aspect, on a une petite couronne claire autour de la levure, qui est une pseudo-capsule. Ce n'est pas une vraie capsule, c'est une image qui fait évoquer une capsule qui est liée à la coloration. Et c'est pour ça que ce champignon s'appelle Histoplasma capsulatum. Ensuite, on va faire une culture. Donc cette culture, elle va permettre de faire pousser le champignon. Alors c'est un champignon qui pousse lentement. Parfois, il faut même plusieurs semaines pour que la culture se positive. On va utiliser un milieu de saburo chloramphénicol à 25 degrés. Et donc, à cette température, c'est un champignon filamenteux qui va pousser. Donc, à l'examen direct du prélèvement, on voyait des levures. Et quand on le met en culture au laboratoire, il pousse un champignon filamenteux. Encore une fois, c'est ça qu'on appelle un champignon dimorphique, c'est-à-dire qu'il n'a pas le même aspect dans les prélèvements et dans les cultures. Cette moisissure, c'est une moisissure c'est ce champignon filamenteux, donc il est tout d'abord blanc, puis ensuite un petit peu beige, marron clair. Et quand on va le regarder au microscope, regarder la culture au microscope, on va voir les filaments. Et puis, on va voir des spores. Alors, il y a des petites spores comme ça qui ressemblent à pas grand-chose. Mais par contre, on a aussi des grosses spores équinulées qui sont très caractéristiques et qui permettent de faire le diagnostic. Un dernier petit mot, c'est que, on l'a dit précédemment, ce champignon, il est pathogène pour l'immunocompétent. Donc, c'est un champignon qui est dangereux à manipuler au laboratoire. Enfin, il faut prendre un certain nombre de précautions pour que le personnel de laboratoire ne soit pas exposé directement aux champignons.
Pour donc, le diagnostic direct, hein, examen direct plus culture. Diagnostic indirect, il y a deux choses qui sont possibles, mais en fait qui posent des problèmes. Le premier, c'est la détection d'anticorps. Alors, elle n'est pas très intéressante parce que soit vous êtes en zone d'endémie, et donc il y a une grande partie de la population qui est en contact avec le champignon et qui peut avoir une sérologie positive, des anticorps alors qu'il n'y a pas d'infection. Soit vous n'êtes pas en zone d'endémie, mais vous êtes avec un patient immunodéprimé, et à ce moment-là, il ne va pas fabriquer d'anticorps, et donc là encore, la sérologie sera négative. Donc en fait, la sérologie, la détection d'anticorps, elle est uniquement intéressante chez des patients immunocompétents qui vivent dans des zones non endémiques. Donc typiquement, c'est le touriste, en France par exemple, un touriste qui va dans une zone où il y a de l'histoplasme, qui visite une grotte et qui revient avec une pneumopathie. Là, la sérologie peut éventuellement avoir un intérêt. L'autre possibilité, c'est la détection d'antigènes, mais en sachant que c'est un test qui n'existe qu'aux États-Unis, qui n'est pas disponible en Europe actuellement. Donc pour le traitement de l'histoplasmose pulmonaire aiguë, sévère ou de l'histoplasmose disséminée, le traitement d'attaque, normalement, c'est un traitement par amphotéricine B pendant 15 jours, puis un traitement de consolidation par itraconazole pendant 12 semaines. Sachant que chez les patients HIV+, il faudra ensuite continuer avec une prophylaxie secondaire également par itraconazole jusqu'à reconstitution immunitaire. Après, il arrive que chez des patients immunocompétents avec des histoplasmoses pulmonaires aiguës non sévères ou alors en cas d'immunosuppression transitoire qui a pu être levée, on traite directement par itraconazole. Les points essentiels, donc, c'est que c'est l'histoplasmose, une mycose à laquelle il faut penser en cas de voyage en Afrique ou en Amérique du Sud. Encore une fois, les patients immunodéprimés, en particulier les patients HIV+, sont particulièrement sujets à ces infections, mais dans l'histoplasmose, y penser aussi chez les patients immunocompétents. Il faut y penser en cas de symptômes pulmonaires associés avec des lésions cutanées ou des lésions des muqueuses, ou encore une fois avec des cytopénies. Et le diagnostic va se faire par la mise en évidence de levures à l'examen direct qui vont être sous forme de champignons filamenteux en culture. C'est vraiment la spécificité de ces champignons d'être dimorphiques et d'avoir une forme différente à l'examen direct et une forme différente en culture. Le traitement d'attaque se fait encore une fois par amphotéricine B, puis traitement d'entretien par azolé. Pour finir, si j'ai deux messages à vous faire retenir, ce serait que chez les patients immunodéprimés, comme vous l'avez vu, les infections à champignons peuvent être souvent disséminées. Et donc, regardez bien en particulier la peau de vos patients immunodéprimés et en cas de lésion, tout de suite, n'hésitez pas à faire des biopsies, à envoyer en culture au laboratoire de mycologie parce que ça peut être une manière simple et accessible de faire un diagnostic de mycose disséminée. Et quand vous faites des prélèvements respiratoires chez ces patients qui ont des tableaux aussi respiratoires, n'oubliez pas d'envoyer des crachats ou du LBA au laboratoire de mycologie pour l'examen direct et la culture. Ok. Est-ce qu'il y a des questions ? Bon, merci beaucoup pour votre attention. Merci. Merci. Oui, j'enchaîne avec Marie-Elisabeth.